Bonjour, aujourd'hui je reçois Hélène Micollet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel. Alors Hélène, je fais la piqûre de rappel, tu es détective, ce grand mot si magique et si merveilleux des mémoires et du transgénérationnel. Tu es thérapeute, tu es auteur, tu es conférencière, formatrice. Tu me dis si j'oublie quelque chose en cours de route. Non, il y en a beaucoup, beaucoup trop peut-être. Et aujourd'hui, on a vu ensemble que l'on pouvait parler de l'injustice, du sentiment d'injustice et tout ce qui peut en découler en amont dans le transgénérationnel au niveau des ancêtres, mais également dans le présent et aussi dans tout ce qui est transmissible aux générations qui suivent. Alors déjà, le terme injustice, c'est quand même c'est un grand terme qui englobe beaucoup de choses. On ne peut pas le réduire à juste une formulation bien spécifique. Comment est-ce que toi, tu pourrais l'approcher, l'aborder déjà, pour commencer? Déjà, il y a des échelles de valeurs dans le clan qui peuvent être bafouées ou non, ressenties comme bafouées ou non par certains descendants. Il va y avoir une appréciation, un jugement qui est accordé à certains événements qui sont taxés de juste ou de pas juste. Et certaines personnes vont être beaucoup plus sensibles à certaines injustices que d'autres ne vont pas forcément pointer du doigt ce qui leur semble normal. Et donc, peut-être que ces personnes qui trouvent l'injustice partout sont là pour réveiller justement ce qui n'a pas été juste dans le clan aussi, hein, c'est une mission. Mais voilà, derrière le mot injustice, on va regarder un petit peu le respect des droits, des valeurs, des croyances du clan, du mérite de chacun aussi. Certains sont injustement traités. Il y en a qui seront toujours injustement traités, que ce soit dans le couple, sur le plan professionnel, dans la fratrie. Bref, ils se sentent toujours un petit peu à côté. La notion d'injustice, elle vient aussi réveiller tout ce qui n'est pas droit dans le clan. Hein, la notion d'équité, d'équilibre, de justice, d'impartialité. Ça vient aussi parler d'honnêteté, d'intégrité. Il va y avoir aussi ces notions-là. Alors, selon les clans, il va y avoir des situations qui vont réveiller l'injustice, surtout sur le plan professionnel, parce qu'un ancêtre n'a jamais été vu tel qu'il était, avec toutes ses qualités. Et puis dans d'autres, ça va être plutôt dans le couple, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équité. Et donc, du coup, le féminin, le masculin vont être un peu bousculés. C'est des polarités qui vont être un petit peu chahutées. Et puis, il y a des personnes qui vont être toujours sur les barricades, hein, voilà, à chercher la justice à tout prix. Alors, ça peut faire référence à beaucoup de situations, hein, on parle par exemple quelquefois de l'affaire Dreyfus, mais il y a des ancêtres qui ont été injustement traités, qui ont été en procès et qui n'ont pas été justement restaurés dans leur honneur. On a beaucoup aussi de cas, alors ça je le vois très 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 souvent, de femmes mises au banc du clan parce qu'elles étaient enceintes avant le mariage, alors qu'on est deux pour faire un enfant jusqu'à présent, et que l'homme n'est jamais poursuivi, et par contre la femme est tout de suite taxée et justement quelquefois éloignée, voire condamnée à vivre hors du clan. Voilà. Hein, donc voilà, toutes ces notions d'injustice vont venir un petit peu se masquer, se nicher et vont générer beaucoup de colère. C'est souvent à travers cette émotion, la colère, qui surgit, mais quelquefois de façon imprévisible et très violente. Et c'est là où on dit, là, il y a peut-être quelque chose à travailler sur le transgénérationnel, hein, les excès de colère. Alors, ça peut être de la colère contre soi, être toujours en rogne de ne pas faire assez, de ne pas faire suffisamment pour les autres, etc. Et puis, en colère contre papa, maman, les oncles, les voisins, etc., etc. Donc beaucoup de ressentiment et de rancœur.
derrière ces notions d'injustice. Et c'est vrai que au niveau de des ressentiments et des rancœurs, nos histoires familiales, comme tu le disais tout à l'heure, elles en sont pleines quelque part, surtout même des informations dont aujourd'hui, dans notre présent, nous n'avons pas conscience ni connaissance. Comment est-ce qu'on peut arriver à discerner une colère, entre guillemets, légitime dans l'instant T, d'une Oui. colère qui peut être et un résultat, une onde de choc, d'un sentiment d'injustice vécu dans le clan. Est-ce qu'il y a possibilité d'identifier? Oui, alors pour moi, je trouve que dans les excès, on va trouver la voix des ancêtres qui parlent à travers nous. C'est souvent alors des excès de colère, mais aussi je ne me mets jamais en colère. Je suis toujours d'humeur très égale et je ne hausse jamais la voix, etc. Donc des personnes un peu apathiques quelquefois qui devraient réagir et qui ne le font, mais pas du tout. Donc là, dans les deux excès extrêmes, on peut supposer il y a du transgénérationnel. La colère légitime, elle va être saine, elle va être soudaine par rapport à un événement ou une phrase malheureuse, entendue et qui fait mal. Et puis ça va être suffisant. Voilà, hein, voilà, on répond par la colère et puis après, bon ben, on passe à autre chose. Tandis que la colère transgénérationnelle, elle est beaucoup plus durable, je trouve. Elle va être dans beaucoup de secteurs de vie, très récurrente. C'est des personnes qui, pour des peccadilles, vont exploser. Je pensais à une jeune femme qui était venue alors travailler sur justement son clan. Et puis, elle vient à une séance et elle me dit, je suis effondrée, je ne me suis pas reconnue, ni dans ma voix, ni dans mes paroles. J'ai bousculé mon petit garçon en hurlant dessus parce qu'il avait versé un flacon de parfum dans la baignoire. Et il remplissait son bain pour qu'il sente bon. Donc, bon, évidemment, c'était quand même un beau parfum, mais elle s'est sentie comme possédée, comme elle ne s'est pas reconnue. Et quand elle a entendu ce qu'elle disait, c'était pas elle. Et en effet, on a travaillé justement sur des histoires où les ancêtres auraient dû être en colère, mais n'ont pas pu, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas, parce que les femmes avant ne devaient pas se mettre en colère. Aujourd'hui encore, hein, mais on essaye un peu plus. Et donc, elle portait un petit peu tout ça à charge pour elle ben, de parler à travers elle, mais de faire parler ses ancêtres pour les libérer. Voilà. Et donc, la prise de conscience à ce moment-là a été après, elle a été vigilante pour tout ce qui pouvait la mettre en colère facilement, parce qu'en fait, elle se disait, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que j'ai besoin d'exprimer encore des choses sur mon transgénérationnel? Donc ça, c'est intéressant de le voir un petit peu comme ça. Voilà, pour avoir ce regard et ce recul par rapport à soi-même, c'est déjà pouvoir être suffisamment conscient parce que, en effet, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce pas de côté en se disant, en fait, ce n'est pas moi, mais une autre énergie, une énergie Oui. plus clanique, une énergie de mémoire qui va parler par mon intermédiaire. Là, on voit le côté un peu réactif. Est-ce que l'injustice, le regard face à l'injustice, peut être dû à d'autres émotions que la colère, telles que la peur ou la tristesse? Est-ce que la peur peut générer un sentiment d'injustice dans le clan? Alors, peut-être un événement vécu par un ancêtre injustement traité. Euh, Par exemple, ben, ce matin, j'ai eu une consultation où l'un des ancêtres avait été emprisonné et cet ancêtre clamait son innocence. Et donc, il s'était dit, si jamais on me remet en prison, je ne m'en remettrai pas et donc je me suiciderai avant. Donc, il était toujours dans toute sa vie, les personnes disaient qu'il vivait sur de la peur, sur ce côté.
euh, peur d'être injustement traité, mais aussi qu'on ne reconnaisse pas sa valeur par ailleurs, qu'on se focalise sur voilà, ce côté justice à rendre et ne pas voir la personne qu'il était dans son entièreté. Donc voilà, ça c'était vraiment son leitmotiv à cette personne-là. Voilà, hein. Donc ça peut être intéressant aussi à noter. Quelquefois, on peut avoir des dépressions aussi, parce que les colères ne peuvent quelquefois pas surgir du tout chez une personne. Et plutôt que de se mettre en colère, elle va tomber dans une phase complètement apathique, mais où va y rentrer une sorte de dépression, c'est-à-dire qu'elle va se gommer complètement dans ses réactions pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore peut-être. Et il y a cette peur aussi, derrière ma colère, qu'est-ce qui peut surgir? Et si j'ouvre les vannes, est-ce que ça va s'arrêter un jour? C'est comme quand les personnes se sont empêchées de pleurer très longtemps, pendant des années, voire des décennies, et voire des générations. Le jour où on ouvre les vannes, on a l'impression que jamais ça s'arrêtera. On peut pleurer des semaines, hein, des jours complets. Et donc ça peut déranger parce que c'est nouveau. Et ça vient interroger sur ben, qui je suis, est-ce que c'est normal, et puis est-ce que je suis trop vulnérable, trop fragile, trop faible, etc., etc. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il peut y avoir des sentiments d'injustice sur on va dire, un peu comme une égrégore de population? Je prends l'exemple ben, des deux dernières grandes guerres mondiales hein, du XXe siècle. Est-ce que quelque part, il peut y avoir un sentiment d'injustice commun par rapport à ces situations de guerre Oui, et comment ça se met en place et comment ça s'observe sur les générations aujourd'hui présentes. oui. La notion d'injustice, elle se transmet d'inconscient à inconscient. C'est-à-dire que une mère enceinte et qui vit un sentiment d'injustice dans sa vie va transmettre à son bébé facilement cette énergie-là. Hein. Ces blessures-là, on le voit, elles sont, il y a des clans où il y a de l'injustice, il y a des clans où il y a de la trahison. Les mots viennent. Ah, mais ça, c'est profondément injuste et c'est spontané, en fait. Et tout est jugé injuste. Voilà. Et donc, oui, il va y avoir des clans où on va me dire, par exemple, ah ben moi, dans le clan, tout le monde a fait la guerre. Alors que on peut se dire que dans toutes les familles, la guerre est passée. Que les gens aient fait de façon active la guerre ou pas, la guerre a été subie. Eh bien, il y a des camps où ils ont le sentiment d'avoir payé plus que les autres. Alors oui, il peut y avoir des clans de militaires, il peut y avoir des clans de résistants, mais il va y avoir des clans aussi où on a l'impression d'avoir trop donné ou tout donné, alors que les autres en ont moins fait. Voilà. Hein, donc là aussi, c'est des échelles de valeurs propres à chaque histoire familiale et propres à chaque tribu, hein, en fait. Et ça, il faut remonter à la source. Alors, tu parles des deux guerres, pour ajouter celle de 1870, parce que ça a été un des débuts du traumatisme de la guerre de 14 et de la guerre de 40. Et puis après, les guerres qui se sont enchaînées et dont aujourd'hui on porte encore les conséquences parce que c'est encore pas digéré complètement, les guerres d'Algérie, d'Indochine, où là, au niveau de la patrie, il y a des clans qui se disent que la patrie, l'État les a lâchés dans des contrées lointaines. Voilà. Hein, donc l'injustice peut se nicher à l'intérieur du clan intrafamilial, mais aussi euh, sur un plan plus collectif et plus national. Voilà. Et donc, il va y avoir hein, cette cohabitation avec ben, l'histoire politique du pays, l'histoire économique, l'histoire de comment ça a été géré, toutes ces crises internationales, et comment ça s'est digéré ou pas au sein des familles. Alors, c'est vrai qu'après, selon les clans,
Si on est issu de familles juives, si on est issu de familles tziganes, où il y a beaucoup de migration, les Espagnols, les Italiens qui ont fui la dictature, il peut y avoir des familles qui ont un sentiment d'avoir payé plus que les autres. Les tziganes, les camps d'extermination, les communistes, certaines aussi populations homosexuelles, par exemple, où le tribut est cher. Et donc, l'idée aussi avec le sida, etc., il va y avoir aussi un sentiment d'avoir été injustement traité. Voilà. Il faut du temps hein, pour voir que, en fait, il n'y a pas qu'une raison pour, par exemple, attraper le sida. Voilà. Et à un moment donné, on était ostracisé et puis maintenant, ben, il y a d'autres. Voilà, on a élargi un petit peu le panel. Hein. Voilà. Ça, Et, c'est. et en complément, bon là on a ce côté un petit peu, ce prisme un peu général. Et moi je pense aussi aux personnes qui aujourd'hui vont être dans cette interprétation de, peut-être par fatalisme ou par orientation de pensée, vont dire que finalement tout est juste, sont prêts à accepter tout et son contraire en disant que tout est juste. Si c'est comme ça, c'est que c'est juste. C'est presque un renoncement quelque part de dire que tout Oui, est juste. Ces oui. personnes-là, est-ce qu'elles sont aussi dans un sentiment d'injustice ou à l'inverse, elles sont déjà passées sur une autre démarche? Alors, on peut dire tout est juste quand on est très aligné en soi, très clair avec soi, et que ce qui nous arrive pour qu'on dise tout est juste, soit un cheminement intérieur pour constater la justesse. Mais sinon, c'est une fuite. On va éviter de rentrer dans un conflit parce que, en fait, derrière le sentiment de vivre une injustice et de se rebeller contre cette injustice, il y a un combat à mener. Il y a une démarche active à mettre en place. Quelquefois, il y a des personnes qui vont pas oser, qui vont pas se donner le droit. Derrière les personnes qui disent oui, mais tout est juste, voilà, ça, c'était pas si grave que ça, etc. En minimisant, on ne rentre pas dans son émotionnel. Et du coup, on ne guérit pas de ton histoire. L'émotionnel, elle sera toujours gravée à charge pour quelqu'un de le mettre à jour, en fait. L'idée de rentrer dans le sentiment d'injustice et de voir un petit peu dans le clan qu'est-ce qui se passe, eh bien, c'est de faire une enquête et puis d'aller débusquer toutes les situations ou le maximum de situations où l'injustice a pu pointer son nez. Et forcément, derrière l'injustice, il va y avoir de la rancœur, il faut la mettre à jour, il va y avoir de la colère, de la peine, de la tristesse, et puis, etc. Hein, et donc, tant qu'on n'a pas débusqué toutes ces émotions, elles continueront sournoisement eh bien, à s'engrammer, à charge pour un des descendants d'ouvrir un petit peu la boîte. Voilà. Alors, tout est juste. Ça peut aider à un moment donné, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on a autre chose à faire, etc. Oui. Mais il ne faut pas que ça soit une fuite pour toute une vie. Par rapport à ce sentiment d'injustice, c'est pour ça que je t'ai posé la question de cette notion de tout est juste et peut-être un peu moins. On peut retrouver aussi ces personnes qui ont subi, qui ont traversé des épreuves très difficiles. Je pense à ceux qui ont subi à des agressions sexuelles également, des adultères, de l'inceste, toutes ces violences qui sont intolérables et qui aujourd'hui portent des mémoires voilà, de cette information-là, qui pourtant peuvent être dans une apathie, comme tu l'as dit, hein, une apathie de se dire que tout est juste finalement. Est-ce que c'est quelque Hmm. part, c'est rejeter ce qui a été traversé ou autre chose?
Après, voilà, oui, ça peut être le rejet, la fuite, parce que ça ouvre la boîte des souvenirs. Et très souvent, c'est compliqué, c'est douloureux. Donc, on préfère éviter. Ça va être aussi la confrontation avec soi, mais aussi avec la famille, si on ouvre cette boîte de souvenirs. Forcément, quand on revient sur des souvenirs lointains de l'enfance, par exemple, il y a des questions en tant qu'adulte qu'on se pose, alors qu'enfant, on s'en posait pas trop, ou on ne voulait pas, ou on avait peur de les poser. Donc, quand on ouvre ces souvenirs, forcément, on a peut-être peur de ne plus pouvoir s'empêcher de poser les questions et de déranger. On est souvent mis au banc, hein, euh, tous ceux qui ouvrent la boîte des secrets sont souvent mis au banc, ils le savent. Hein. C'est souvent eux qui sont justement jugés à mettre le désordre dans le clan, alors que le prédateur peut continuer sa vie dans le clan facilement. Mais on resserre un petit peu hein, le clan familial autour. L'idée pour le clan, c'est vraiment une entité qui a peur du qu'en dira-t-on et du regard extérieur. Donc en fait, plus le clan semble solidaire et fermé sur ses histoires, et mieux il se porte. En gros, le schéma d'un clan, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc il y a ça aussi. Puis en fait, il y a des personnes qui ne s'en rappellent pas. Et l'entourage peut s'en rappeler, mais la personne concernée ne se rappelle de rien. C'est une amnésie. Ça peut être ça. Et ça peut se réveiller 6 mois après, 10 ans après, 50 ans après. Voilà. Ça peut. Voilà. Il faut de la force hein, pour. Je pense à ce qui se passe en ce moment avec Emmanuel Béard voilà, qui a tourné un documentaire et qui parle de l'inceste. Il faut beaucoup de force. Il faut avoir l'énergie. Il faut se confronter au clan. Et quelquefois, il y a des personnes vivantes dans le clan qui ne veulent rien entendre et rien bouger. Et donc, voilà, cette injustice ne sera pas entendue. Elle ne sera pas verbalisée de façon souhaitable dans le clan. Donc, à l'extérieur, oui, mais quelquefois, dans le clan, on ne peut pas. Et il y a des personnes qui préfèrent se taire parce qu'elles ne peuvent pas le dire dans le clan plutôt que de le dire à l'extérieur, à des amis ou à des confidents ou thérapeutes, etc. Voilà. Hein, donc ça aussi, hein, c'est à prendre en ligne de compte. Il y a aussi le sentiment de culpabilité qui peut se lier à ça, c'est-à-dire les victimes se sentent coupables d'une Complètement. action qu'elles ont subie dans la violence. Complètement. Donc injustice et culpabilité peut être également liées, non? Oui, c'est le fait du prédateur, ça, qui va culpabiliser pour justement maintenir sa victime sous sa chape de plomb, hein, de la main de fer. On le voit beaucoup aussi, la culpabilité. Et donc ça, c'est une notion aussi d'injustice pour les femmes qui ont porté un enfant hors mariage ou conçu hors mariage. Ces femmes, bien souvent, elles sont pétries de culpabilité toute une vie. Moi, j'avais eu le cas là d'une mamie qui disait qu'elle montrait pas son livret de famille à ses enfants qui avaient déjà 60 à 70 ans parce qu'elle disait il y a un secret dedans. Et en fait, cette mamie qui avait plus de 90 ans avait porté toute sa vie le fait qu'elle s'était mariée enceinte. Et elle pensait en cachant le livret de famille que ça ne se verrait pas, ça ne se saurait pas. Or, c'était sa culpabilité dans un clan très catholique qui était mise à mal. C'était vraiment sa faute. Voilà. Et donc, en fait, l'injustice ressentie aussi, parce qu'il y a elle qui portait cette faute, mais l'homme ne portait pas vraiment cette faute-là. Et les hommes, en général, n'ont pas une pression sociale, sociétale, pour réparer. Pas forcément. Dans certains clans, pas forcément. Dans Donc, d'autres, oui, il faut sauver l'honneur, mais d'autres, pas. Ouais. dans ce que j'entends, ça veut dire que quelque part, le sentiment d'injustice peut être plus facilement porté que par les femmes que par les hommes, c'est ça? Alors, alors, quelquefois, dans ce cas-là, pour les enfants, on va plus pénaliser la femme
qui a aguiché, mais on le voit dans l'inceste, hein, on le voit dans les abus sexuels. La petite fille de 4 ans qui fait sa petite mijaurée avec ses petites jupes courtes et qui aguiche l'homme de 30 ou 35 ans. On entend ça. C'est scandaleux. Donc, C'est c'est scandaleux. scandaleux. Complètement, complètement. Et donc, en fait, la femme va être plus marquée par justement cette faute et l'homme moins marqué. Alors après, je dis pas pour tous les clans, hein. Il y a des clans où on a forcé l'homme à réparer sa faute, sauver l'honneur, etc. Hein, donc voilà, pour remettre toujours dans le contexte. On le voit aussi pour les femmes tondues à la libération, parce qu'il y avait quand même bien des hommes quand ils revenaient des camps de prisonniers dans les fermes, etc. en Allemagne, qui avaient eu des histoires avec des Allemandes. Et ça, c'est resté plus secret parce que c'était loin et on ne voyait pas. Les femmes tondues à la libération, c'était sous nos yeux. Et c'était de la collaboration, ce qu'on appelait horizontale. Voilà. Hein, donc il y a aussi le côté aussi, on a des décennies derrière nous, des générations de femmes plus marquées. Alors pour les hommes, il y a certainement d'autres injustices. Devoir partir à la guerre alors qu'on n'est pas du tout pour le côté militaire. On est obligé de se marier, on est obligé de donner son nom, on est obligé de peut-être de travailler dans l'entreprise familiale. Donc il y a d'autres injustices. Les femmes sont plus injustement traitées par rapport à la maternité et aux transmissions, parce que voilà. Alors qu'on pense aujourd'hui que les transmissions, ben, c'est équilibré, hein, le côté paternel et le côté maternel, évidemment, des deux côtés transmettent. Par rapport au sentiment d'injustice, bon, on voit le côté, là on a vu le côté peut-être plus guerre, plus transmission, colère ou autre. Il y a aussi d'autres sentiments d'injustice qui sont le sentiment d'injustice sociétale et sociale dans les hiérarchies, peut-être des pertes financières à un moment donné, peut-être des statuts sociaux qui sont, Oui, qui ont été changés au cours des années. Et il y a pour beaucoup, ben voilà, et même je pense aussi à des dissociations dans les héritages, dans les transmissions. Il y a des sentiments oui. d'injustice aussi encore pour beaucoup. Là, ça viendrait d'où, cette injustice financière et sociétale? Oui. Alors, quand on vit une injustice, quelle qu'elle soit, déjà, il faut s'interroger si moi je la vis, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'injustice au niveau de mes ancêtres, de mes parents, de mes grands-parents. Il n'y a pas de hasard à ce que je vive une injustice, surtout si je me sens injustement traitée régulièrement. Ça, c'est important aussi de le souligner. Si c'est qu'une fois dans ma vie, ça, c'est pas grave. Mais les mémoires vont insister souvent et faire revivre des choses qui se répètent. Pour le statut social, par exemple, un exemple que j'ai vu la semaine dernière, une ancêtre de la consultante, c'était une jeune femme noble, donc dans les années 1800, fin 1870, 80, voilà. Elle était jeune, belle, très très cultivée. Elle voulait voyager, elle ne voulait pas trop se marier tout de suite, etc. Et puis être un peu artiste. Et elle tombe enceinte d'un homme d'un statut social très inférieur, où franchement, il n'avait rien à se dire. Voilà, elle tombe enceinte, obligée de se marier. Et le hasard faisant bien les choses, elle ne voulait pas quitter son clan. Famille plus ou moins noble, haute bourgeoisie, etc. Eh bien, elle a choisi un homme qui porte le même nom de famille, même orthographe, même nom. Donc, on va dire Mademoiselle Dupont devient Madame Dupont. Et c'est un peu parce que elle a été profondément marquée par cette obligation de se marier. Et donc, ils ont vécu un petit peu en cohabitant, sans complicité. Elle a continué sur sa sphère un petit peu artiste, très cultivée, etc. Lui, de son côté. Et en fait, sa grande souffrance à cette femme, ben, c'était l'injustice de vivre coincée dans un mariage
qui risquait de l'étouffer. Et donc, elle n'a pas quitté le nom de son père, donc elle est restée dans la noblesse. Et on pouvait, voilà, on pouvait dire, mais quel est le clan qu'elle habite réellement. Voilà. Hein, donc ça, c'est le petit clin d'œil. Et derrière, il y a toute cette notion d'injustice qui a continué à faire que les descendants et descendantes étaient très sensibles à la notion d'injustice. S'autoriser, donc on le verra peut-être dans une autre vidéo, se donner le droit et combattre les injustices qui affleurent un petit peu, de façon un petit peu plus épidermique. Voilà. Hein, donc ça, c'est un... Et puis, il y a aussi, dans ce que tu dis, il y a aussi le côté statut, c'est-à-dire, bon, là, dans l'exemple que tu as cité, la personne, finalement, a gardé plus ou moins, au moins dans son inconscient, un équilibre Oui, de noblesse. Mais je pense, au niveau des guerres, là, tu citais l'insurrection de 1870, on voit beaucoup de familles qui ont perdu, beaucoup de familles bourgeoises ou oui, aristocrates qui ont perdu leur statut et ainsi leurs descendants ont perdu ce statut qu'ils portent à complètement. l'intérieur d'eux. Il y a peut-être aussi un sentiment d'injustice avec ça. Complètement. Oui, oui, oui. Et donc, d'ailleurs, les traces quelquefois, moi j'ai vu le cas hein, dans un clan où deux générations après avoir perdu la noblesse, il y avait un monsieur qui était devenu propriétaire terrien dans un tout petit village. Et il s'était adjoint à son nom de famille, il avait rajouté une particule avec le nom du village. Et il était devenu, comme ça, noble, entre guillemets. Voilà. Hein, derrière combattre l'injustice, c'est aussi redorer le blason. Il y a vraiment, quand on est injustement traité, on n'a qu'une peur, c'est de ne pas être blanchi un jour. Et donc, l'idée, c'est vraiment redorer le blason. Là, c'est vraiment l'exemple typique. Mais c'est aussi faire très attention à son honneur, etc. Euh, L'injustice va se travailler aussi parce que on peut être très sensible à toute injustice, mais devenir rigide, d'être méfiant de tout. Attention, comment on va me traiter? Si je dis ça, on va me percevoir comment, etc. Et donc, on peut s'enfermer dans une carapace. Voilà. Et donc, quand on a dépassé la notion d'injustice, c'est qu'on est plus souple et on s'ouvre à des possibles sans avoir peur. Voilà. Alors, tu parlais d'héritage aussi, de transmission tout à l'heure. Il y avait dans une fratrie un homme, donc un frère et cinq sœurs. Et le frère travaillait dans la ferme depuis très longtemps, tout le temps. Donc, il se marie, il travaille dans la ferme, il a un enfant, deux enfants, trois enfants. Et puis, quand les parents décèdent, il s'aperçoit qu'il n'hérite pas de la ferme où il a donné toute son énergie. Donc, profondément marqué par cette injustice, il part et donc il occupe une autre ferme qu'il loue, etc. Il continue sa vie. Un des enfants que je vois en consultation me dit, moi, je ne voulais qu'un enfant pour ne pas revivre les affres de l'héritage des générations précédentes, où mon père a été spolié. Et donc, en fait, un enfant avec, avec un conjoint qui est diplômé pour sortir de ce marasme où on peut être englué vite fait avec ces transmissions de ferme ou pas. Voilà, hein, pour elle, c'était vraiment la réparation, le soin, et puis oublier les disputes dont elle avait baigné dans l'enfance, voilà, tout le temps, quoi. Il y avait beaucoup de rancœur chez son père, beaucoup de colère, et puis de rumination vraiment sempiternelle. Il y a aussi le sentiment d'injustice peut-être qui peut apparaître. Je pense à ceux qui, dans leur ascendant,
ont eu peut-être des personnes accusées à tort. Il y a eu, tu parlais de l'affaire Dreyfus tout à l'heure, hein, donc on peut aussi peut-être y revenir. Toutes ces accusations à tort, qu'est-ce que ça génère dans le présent sur les générations, sur les générations qui sont immédiates, quoi, par rapport à Mm, leurs ascendants? mm. Ben déjà, peut-être des prénoms comme Blanche, comme Lucie, faire la lumière, comme voilà, hein, des métiers, blanchisserie. Je vais réparer en étant très propre. Voilà. Ça peut être des métiers d'avocat, de juge, etc. Où les redresseurs de tort vont apporter vraiment du juste et du droit dans le clan. Donc, il va y avoir une sensibilité très particulière, très fine, une susceptibilité, une réactivité à tout ce qui paraît injuste. Voilà. Hein, ça, c'est connu. Donc, il peut y avoir des gendarmes, des policiers, des gens qui vont essayer de se comporter le plus droit possible, quelquefois jusqu'à s'oublier. C'est-à-dire que ils ne vont pas s'autoriser le pas de côté, le côté je baisse un peu la garde et puis je suis cool. Ils vont s'empêcher ça. Ça va être des personnes qui peuvent être toujours sur le qui-vive. Voilà. L'honneur bafoué, c'est quelque chose qui se transmet, la honte. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, il a écrit un bouquin sur la honte d'avoir honte. La honte d'avoir honte de ses parents, par exemple. La honte d'avoir honte de ses ancêtres qui ont été en prison, qui ont été mal jugés, etc. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, qui se transmet très, très facilement. Dans le sentiment d'injustice, on voit qu'il a beaucoup de visages, qu'il a beaucoup de facettes, hein. Il peut y avoir un sentiment d'injustice familiale, administrative, politique, euh, juridique, euh, Mm. financière. C'est vraiment métamorphe, hein, encore une fois. On se trouve Oui, toujours avec des profils très métamorphes. Euh, oui, et on a vu, comme tu l'as dit au début, que on peut l'identifier à la présence dans le clan à partir du moment où le sentiment il est extrême, il est presque excessif dans le comportement, où on oui, peut vraiment faire la dissociation entre un côté réactionnel face à une situation qui est légitime ou un côté oui, peut-être surinvesti qui peut appartenir au clan, une espèce de force supplémentaire. Quels sont aujourd'hui les champs des possibles pour chacun en fonction des différentes catégories et comme j'ai dit, hein, c'est métamorphe, hein, on en a cité quelques-unes. Est-ce qu'il est oui, possible et de quelle manière arriver à les dépasser, à les laisser finalement au clan et de ne plus se les approprier? Est-ce qu'il est possible de ça, de les oui, laisser au clan? oui, oui, oui. C'est vrai que quand c'est récurrent, le sentiment d'injustice, c'est bon d'aller se faire accompagner par un thérapeute pour voir un petit peu d'où ça peut venir, quelles sont les sources. Déjà, ça donne des pistes, des éclairages, peut-être des histoires qui n'étaient pas racontées dans le clan et qui vont permettre d'être élaborées enfin hein, sur le plan émotionnel. Après, selon la place de chacun dans sa fratrie, il y en a qui seront plus susceptibles de se mettre en chemin que d'autres, plus sensibles à la notion d'injustice. Il y en a toujours un dans une fratrie qui se sent injustement euh, compris, qui se sent moins bien aimé, qui se sent voilà. Et donc chacun avec sa place dans la fratrie va peut-être se mettre en chemin, l'un sur le plan professionnel, l'un sur le plan conjugal, l'un sur le plan peut-être plus sociétal, etc. Hein, il va y avoir à chacun une sorte de mission pour élaborer cette injustice qui circule dans le clan. Voilà. Hein, donc ça, c'est important de le voir. Dans ces clans, euh, la notion d'injustice et donc va demander à chacun des descendants de travailler la notion de bien et de mal, la valeur, les valeurs qui circulent dans le clan
comment je les juge, moi? Est-ce que j'ai envie de continuer à m'encombrer de ça ou pas? Est-ce que j'ai envie de les transmuter, de m'approprier? Est-ce que j'ai envie de les laisser tomber complètement? Mais en conscience, en fait, de façon à ce que ce soit le plus juste possible, pour qu'il n'y ait pas de transmission inconsciente, de rejet trop rapide, comme une fuite, ou de trop travailler que ça et de se focaliser que sur ça, au risque d'oublier un petit peu le reste de la vie qui se présente. Voilà. Hein, donc c'est un petit peu ça. En fait, si on se focalise trop sur les injustices, on peut oublier de profiter de la vie. C'est un petit peu le risque. Hein. C'est une blessure qui va rigidifier, comme je disais tout à l'heure, et puis enfermer. C'est des personnes. Alors après, hein, dans certains clans, certains frères et sœurs, cousins, cousines, seront toujours les victimes éternelles. Il y en a qui vont ressasser toujours le petit Calimero, qui est toujours injustement traité. Voilà, ça, on n'y peut rien. Mais on ne peut pas les sauver s'ils ne veulent pas faire le pas. C'est ça aussi. Et est-ce que dans une même fratrie, il peut y avoir les deux polarités, c'est-à-dire un peu la victime et le bourreau, celui qui est dans le sentiment d'injustice, avec à côté celui qui va continuellement réactiver ce sentiment d'injustice, ce côté un petit Oui, peu déséquilibre. Et dans ces cas-là, que faire? Parce que finalement, ça va dépendre, c'est des choix individuels. Donc, que oui, faire tout dans à ces fait. cas-là? Alors, déjà, se sauver soi. C'est pas taillot, taillot, je m'en vais. C'est en fait, on ne peut pas travailler pour un frère, une sœur, un père, une mère pour les sauver. On peut que être là quand ils en ont besoin. On ne peut pas, s'ils ne font pas un pas, une démarche, on ne peut pas faire à leur place. Donc, on peut, même si on aime beaucoup les personnes, l'idée, c'est de ne pas se sacrifier pour eux. C'est pas possible. On risque de tomber malade. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Hein, on risque d'être dans une grande fatigue, et puis si la personne est victime éternelle, eh bien, on aura beau amener de l'énergie, elle restera dans son schéma-là, tant qu'elle n'a pas compris elle-même. Mais ça sera peut-être pas dans cette vie-là. Voilà, hein, c'est ça aussi. Hein, on ne peut pas sauver nos enfants, on peut faire en sorte de balayer devant notre porte pour que eux aient moins à porter, mais on ne peut pas faire à leur place. Ils ont aussi leur chemin à faire. Quand tu parles de victime éternelle, donc quelque part, ça veut dire que sa descendance va, par ce fait, continuer à porter et à véhiculer les traumatismes vécus par ses ascendants. C'est ça? Alors, pas que, parce qu'en fait, on hérite aussi de nos oncles, de nos tantes, de nos grands-oncles, de nos grandes-tantes. C'est-à-dire qu'une victime éternelle, elle peut avoir un enfant qui est comme elle, mais aussi un enfant rebelle, qui va prendre appui sur ce qui se fait hors de sa sphère vraiment du couple parental. Et donc, elle peut prendre référence sur un oncle et une tante qui sont dans la résistance, qui sont dans l'action, qui sont dans la transmutation de ce qui a été transmis, etc. Qui peut être rebelle tout simplement aussi. Hein. Donc, on n'est pas assuré à 100% qu'un bourreau fera des bourreaux. Ça peut être tout le contraire. Hein. Voilà, c'est l'alchimie du clan qui fait que chacun va réagir avec ce pourquoi il est venu sur Terre s'incarner. Dans la notion et dans l'information aussi, parce que ce n'est même plus une notion, puisque c'est scientifiquement identifié, ce qu'on appelle l'épigénétique, toutes les émotions qui sont transmises dans l'ADN, on voit que sur 3 générations, comme tu le disais tout à l'heure, 3 générations sont réellement porteuses de l'information, du traumatisme, voilà, de l'ascendant, et qui peut se véhiculer. Là, on parlait des 3 guerres. Fin 19e, 20e et même encore les guerres actuelles. Donc, on peut dire que depuis presque 200-300 ans, on est un petit peu baigné là-dedans de génération en génération.
Est-ce qu'il est possible de sortir de ce sentiment d'injustice par rapport à ça? Parce que de renouveau en renouveau, on peut penser que nos aïeux, nos ascendants, ont vécu, revécu encore une fois. Donc, ça fait beaucoup de charges Oui, pour ceux qui sont là, ici, présents. oui, Et est-ce qu'on peut réussir à tout nettoyer ou ça paraît quand même surhumain? oui. Alors, heureusement, hein, sinon, je pense qu'on serait mort depuis longtemps. Il y a déjà eu des transmutations d'énergie pour qu'on ne soit pas écrasé. Mais l'idée aussi, c'est que de faire, c'est ça aussi que le travail en transgénérationnel apporte, c'est faire un état des lieux de ce qui s'est vécu dans notre clan. Qu'est-ce que j'hérite comme histoire non résolue, encore lourde? Il y a certaines histoires qui ont été déjà un petit peu évacuées. Et donc, travailler sur ces conflits non résolus, ces guerres portées. Et il y a déjà eu un travail de fait par certains de nos grands-parents, par exemple. Ils ont dit, bon, ben, OK, on est venu pendant la guerre, on a connu la faim, on est parti à la guerre dans les tranchées, mais la vie, c'est pas que ça. Et donc, ils ont réussi, tant bien que mal, à fonder un couple, à fonder une famille, à avoir des enfants et à transmettre autre chose que le malheur des bombes et des tranchées. Donc, petit à petit, ça s'est fait. Il va y avoir dans certains clans des personnes qui seront plus centrées là-dessus parce que c'est peut-être leur mission. Elles se sont incarnées pour travailler ce côté-là. Hein. Euh, donc, quand on fait cet état des lieux, il y a de l'amour, même si on ne l'a pas senti, autrement on serait mort. Et puis, il y a des tristesses, il y a des deuils, il y a des colères, etc. Plus on va travailler ça, les mettre à jour et les exprimer, plus on va ressentir les émotions de nos ancêtres en les disant. On va se mettre à pleurer. On ne sait pas pourquoi, en pensant à cette grand-mère, on pleure, on se met en colère, on a des frissons, on a mal au ventre, etc. Et ainsi, ça nettoie. On nettoie, on va pacifier ces histoires qui paraissent, vues dans les livres d'histoire, très rudes, mais à l'intérieur des maisons, il y a quand même des lumières, des chants, des danses, de la cuisine, des odeurs, etc., qui ont permis de transformer ça. Donc l'idée, c'est de faire un état des lieux de ce qui a été vécu par nos ancêtres, de regarder un petit peu, moi, qu'est-ce qui m'impacte. Par exemple, il y a des personnes qui vont me dire, ben moi, je suis passionnée de la guerre de 40. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais que ça. Les livres, les histoires, les films, etc. Il y en a qui vont dire, ben moi, c'est les voyages, les pays au Moyen-Orient, etc. Je ne sais même pas d'où ça vient. Il y en a qui vont être passionnés d'instruments de musique. Ben voilà, c'est ainsi qu'on va s'accrocher à des choses qui nous sont dévolues pour travailler et puis pour s'appuyer sur quelque chose qu'on connaît bien du coup puisqu'on est passionné et on va transmuter ça et s'approprier le côté plutôt positif et lumineux. Et pour ceux qui n'ont pas justement ce sentiment ou cette sensation d'être passionnés dans quelque chose, qui sont plutôt dans un flottement de vie, on en voit beaucoup. Je crois qu'on l'a tous à un moment été, sans exception. Quelle est la signification? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas encore, ou ils ont encore beaucoup de choses à faire, ou est-ce qu'ils sont déjà passés à autre chose, que le travail a déjà été fait pour eux en amont, ou Alors, autre chose? ouais, peut-être que c'est une incarnation de vie cool, hein, C'est quand chouette. ils se sont, c'est chouette, une vie de repos. Voilà, parce qu'ils ont tellement travaillé avant et qu'ils travailleront après, ben peut-être qu'ils ont choisi ça. Il y a toujours dans le clan, il y en a qui se disent oui, mais alors moi je travaille, mais eux ils font rien. Mais en fait, ils font, mais à leur niveau. Ils n'ont peut-être pas besoin d'en faire autant. Mais peut-être que nous, si on a l'impression qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on a encore plein de choses à faire, ben peut-être que c'est notre âme qui a décidé de ça et qu'en fait, on s'est donné cette mission inconsciente de faire cette pacification, cette harmonie,
ce nettoyage, hein, on peut l'appeler comme on veut. Voilà, peut-être que c'est ça qui nous est donné à vivre. Voilà. Hein, donc, il faut pas croire que les personnes qui semblent très cool, se laisser porter par le flot, etc., ne travaillent pas et ne transforment pas les énergies de l'arbre. Elles le font à leur manière. Et justement, peut-être en apportant un côté comme ça, rassurant du travail qu'on a à faire. Parce que le mot travail, c'est, il faut y aller hein, à la pioche, à la bêche, et puis c'est dur. Mais pas forcément, en Bon, fait. Et d'ailleurs, cet personnellement, emploi-là, je préfère le mot œuvrer que travailler. C'est oui, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tout poétique. à fait. Ça, Et c'est, moins ça, c'est, douloureux. c'est moins douloureux. Puis, travail dans sa signification, on est aussi sur trépanaré et on est aussi sur la dimension de la torture. Donc, il y a toujours cette mémoire, pour le coup, inconsciente, C'est ça, dans la complètement, transmission. En tout, complètement. en tout cas, Hélène, les sujets sont tellement vastes, comme à chaque fois, on ne peut pas tout condenser en une seule vidéo, Non. mais on arrive déjà à la fin de cet échange pour aujourd'hui. Je te remercie infiniment de ce regard et de ces partages que tu donnes avec le cœur pour que chacun puisse un petit peu comprendre et peut-être trouver des clés supplémentaires sur son propre chemin, parce que c'est ça la démarche. Il ne faut pas oublier que tu Eh donnes oui, tout ça. eh oui. Et ça, c'est très important. De toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos, hein. Tu parlais tout à l'heure de se donner le droit de s'autoriser. Il y aura également d'autres sujets en complément, très prochainement aussi. En quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent, voilà, qui sont cristallisés dans ce sentiment d'injustice, quel qu'il soit, même si tu as donné beaucoup de définitions, beaucoup de clés, beaucoup d'orientations possibles. On va essayer d'être généraliste pour conclure. Qu'est-ce que tu pourrais Hmm, dire à ceux qui nous regardent et voilà, qui sont bloqués dans un sentiment d'injustice, quel qu'il hmm, soit? hmm. Alors, dans l'instant, ça peut être compliqué quand on vit une injustice, mais faire le pas de côté et peut-être se poser la question, où est le cadeau? Qu'est-ce que ça vient me faire travailler? Qu'est-ce que ça m'amène à transformer en moi? Quelle est la notion de justice qui est bafouée derrière là? Et peut-être que je porte une mémoire qui ne m'appartient pas. Et peut-être ce travail-là à faire. Mais en tout cas, derrière toute épreuve, on sait que c'est une transformation qui nous est demandée. Et donc, du coup, il y a aussi à chercher hein, cette quête derrière. Peut-être faire ce pas de côté, ça permet aussi de lâcher un petit peu, de prendre un petit peu la distance et voilà, c'est peut-être plus soft à vivre après. Voilà. Merci infiniment, Hélène, encore d'une clé supplémentaire, d'une approche et d'un regard pour pouvoir œuvrer chacun sur son chemin. Comme ça, Mhm. on va un petit peu squeezer le mot travailler que l'on va laisser pour d'autres choses. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion très rapidement de se retrouver pour d'autres sujets aussi passionnants et tellement diversifiés que voilà, c'est Palette est là. une capsule temps ne suffit pas, mais c'est aussi après chacun la possibilité de te contacter, de ne pas hésiter à revenir vers toi, de poser des questions en commentaire. Voilà, c'est ça aussi, c'est l'interaction. Mhm. Hélène, je te dis au revoir, je vous dis à tous au revoir. Merci Daniel. À bientôt. Au Merci revoir. infiniment, infiniment. Au Au revoir et revoir. à très vite. Au revoir.